on parle beaucoup trop de l'échec. On en parle comme un passage obligatoire, presque comme une vertu. Souvent, vous allez entendre qu'il faut échouer pour réussir, que l'échec ça rend plus fort, échouer vite, échouer mieux. Mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est comment votre cerveau réagit. Il ne vit pas l'échec comme une jolie métaphore. Il le vit comme un événement réel. Et c'est le point de vue très important qu'on va aborder aujourd'hui. Comprendre comment le cerveau réagit à l'échec, pourquoi il peut soit nous figer, soit nous transformer, et dans quelles conditions l'échec devient réellement formateur. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Cerveau collectif. Nous sommes des lecteurs, pas seulement des auditeurs. Nous avons le devoir de lire. Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. Dans une phrase pure comme l'aube, Aristote écrivait « Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir ». Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2026. J'espère que vous vous plaisez durant cette écoute. Soit prenez votre carnet, soit retenez bien tout ce dont je vais vous parler. Moi, ça fait depuis très longtemps, je pense un peu comme tout le monde, que j'essaye d'adopter cette mentalité où l'échec, ça fait partie du processus et c'est une bonne chose qui nous arrive dans la vie. Seulement, j'ai voulu m'y intéresser d'un point de vue plus neurologique. Moi, j'ai beau me dire tout ça, mais en réalité, comment est-ce que mon cerveau y perçoit vraiment cette douleur, cet échec, cette difficulté? C'est un mouvement qui s'est renforcé encore plus ces dernières années en rentrant à l'université, puisque l'échec, c'est un choc encore plus brutal dans ce moment-là de ta vie. Et j'ai été très surprise de découvrir comment est-ce que ça fonctionnait réellement dans notre cerveau, et je suis réellement, fortement, sincèrement convaincue que plus on apprend à connaître et à comprendre notre cerveau, plus on sait s'y adapter durant notre vie, et ça nous facilite vraiment tout notre mode de vie, tous nos systèmes d'adaptation, enfin bref, un peu tout, toutes vos réactions, etc. Donc commençons. Dans un premier temps, quand on échoue, il faut savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre un danger symbolique et un danger secret. C'est-à-dire que pour lui, rater, se tromper, être rejeté ou encore perdre, ce sont des signaux de menace. Je pense que vous avez déjà dû entendre ça ailleurs. Il y a une partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale qui s'active lorsqu'on ressent la peur. On a la même réaction que ce que ressentait un homme préhistorique lorsqu'il se faisait chasser par un lion. Donc en fait, quand tu as peur, quand tu stresses pour un examen, c'est la même chose que ton cerveau va ressentir. Il va voir ça comme une menace, comme une peur, comme un signal d'alerte. Les neurosciences, elles montrent ça, que lors d'un échec, c'est cette zone du cerveau qui s'active, donc c'est l'amygdale, c'est elle qui détecte le danger, c'est elle qui déclenche le stress, la peur, la fuite ou le figement, donc c'est-à-dire la réaction de ton cerveau à ce signal de peur. Joseph Ledoux, c'est un neuroscientifique qui a montré que l'amygdale, elle peut réagir avant même que nous ayons compris consciemment ce qui se passe. Donc ça va être dans des moments, parfois c'est ton cerveau qui va avoir un coup d'avance sur toi, et d'une autre manière, le cerveau, il a déjà décidé en fait que c'était dangereux avant que tu aies le temps de rationaliser. Le résultat, augmentation du cortisol, l'hormone du stress, je pense que vous la connaissez, et en parallèle, une baisse temporaire de l'activité du cortex préfrontal. Qu'est-ce que c'est? C'est la zone qui nous permet de réfléchir, d'analyser et de prendre du recul. C'est pour ça que souvent lorsqu'on stresse, on perd nos moyens, tout simplement. Le cerveau, il ne pense pas bien quand il se sent menacé. Jamais prendre une décision lors d'un sentiment de menace, de stress, etc. Prenez du recul parce qu'à ce moment-là, c'est prouvé en neurosciences, votre cerveau n'est pas en capacité de prendre une décision rationnelle, ok? C'est là que va naître un immense malentendu autour de l'échec et c'est bien ce que je voulais mettre en avant lors de cet épisode de podcast. On nous dit très souvent apprends de tes erreurs, mais apprendre, ça suppose de pouvoir observer, comparer, comprendre. C'est ça que j'ai compris durant mon analyse. Sauf que comme je viens de le citer, le cerveau, sous stress, il ne cherche pas à apprendre. Tu peux lui dire ce qu'il veut. Quand tu es en stress, quand tu es sur ta chaise et que tu dois passer devant le tableau pour passer ton oral, ton cerveau, ça sert à rien de lui dire ne stresse pas, ça va aller. C'est pour ça que souvent, quand on essaye de nous rassurer dans ces moments-là, on les perçoit un peu comme des paroles. Notre cerveau, dans ces moments-là, il cherche à se protéger. Robert Sapolsky, il explique que le stress chronique réduit nos capacités cognitives. Capacité cognitive, vous avez compris, j'essaie à chaque fois de définir bien tous les termes pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Donc c'est un peu ridicule de transformer l'échec comme un apprentissage parce qu'au final ton cerveau, il est tout simplement en train de le vivre comme une humiliation, comme une menace
pour l'estime de soi. Le cerveau ne transforme pas l'échec en leçon à ce stade. Mais ce n'est pas une fatalité et c'est bien pour ça que je suis là. On va continuer et vous allez comprendre par la suite de l'épisode. Ton cerveau, il l'enregistre comme quelque chose à éviter. Il a peur, il se dit « je ne veux jamais me retrouver dans cette situation ». C'est pour ça que beaucoup d'étudiants, en fait, on nous apprend mal comment passer devant le tableau. On stresse et du coup, ce stress, on n'apprend pas à le contrôler, à gérer cette situation et on veut plus jamais repasser devant le tableau de notre vie, ok? C'est exactement ce que j'ai trouvé chez Martin Seligman. Il a appelé l'impuissance apprise. C'est quand un individu, après plusieurs échecs perçus comme incontrôlables, il cesse même d'essayer. C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est vraiment un truc de fou. Dans ce cas-là, en fait, l'échec, il te rend pas du tout plus fort, il te rend plus prudent, plus rigide et même plus résigné parce que du coup, t'as plus envie de te retrouver dans ce genre de situation. L'échec rend plus fort, c'est faux, ok? L'échec, il n'est pas formateur par nature. Il le devient sous certaines conditions qu'on va expliquer maintenant. Carol Dweck, ce qu'on a compris de ses travaux sur l'état d'esprit de croissance, il a montré quelque chose d'essentiel. C'est pas l'échec qui compte, c'est l'interprétation de l'échec. Si tu interprètes l'échec comme une preuve d'incompétence, donc je suis nul, j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi, alors ton cerveau, à ce moment-là, t'es sûr qu'il l'associe à une action de menace identitaire, ok? Et le cerveau, on l'a expliqué, il protège l'identité avant tout. Donc tu dois pas interpréter cet échec comme une menace. Tu dis pas que quand tu passes devant le tableau, tu vas te sentir humilié. Non, 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 non. Tu dois changer toute cette vision des choses. J'aime trop parce que apprendre des choses, la culture générale, c'est tellement une richesse. Bon, vous savez maintenant comment ça fonctionne les épisodes, des grosses parenthèses et tout. Parce qu'en gros, on retrouve ça aussi dans le stoïcisme. Le stoïcisme, cette philosophie-là, j'ai eu ce cours, j'ai pu bien l'étudier de manière approfondie au premier quadrimestre, vu que j'ai eu un examen dessus. Et le stoïcisme, en fait, c'est ça. Ils insistent sur le fait que pour atteindre l'ataraxie, donc l'absence de trouble, il faut passer par la représentation qu'on a des choses. En fait, un événement n'est jamais fatal en lui-même. C'est la représentation qu'on a de lui qui fait que c'est une fatalité. Vous voyez, là, je voulais juste un peu caler ça parce que je trouve ça ouf qu'on retrouve toutes sortes de sciences partout. Donc voilà, c'est hyper intéressant. On revient à ce qu'on disait. À l'inverse, l'échec, ça peut devenir une information différente si tu la perçois de manière différente. Mais pour ça, il faut basculer vers autre chose. Donc d'abord, une séparation claire entre ce que tu as fait et ce que tu es. L'acte, il peut échouer, ok? Mais l'identité, elle n'est pas obligée de s'effondrer avec lui. Donc en fait, quand tu vas passer devant la classe, c'est pas toi qui es nul. Peut-être que ton oral, il était nul, mais c'est pas toi qui es nul. Et vous voyez, c'est là le danger, en fait, du stress, du cortisol et tout. C'est quand tu vas passer devant le tableau, j'ai utilisé un exemple, hein, mais ça s'applique à tellement d'autres choses dans la vie. Ça s'applique à juste quand tu vas rentrer dans une salle d'examen, ça va... Bref, plein de choses qui peuvent nous déstabiliser et provoquer du stress durant notre vie. Quand tu vas aller parler à quelqu'un à qui t'as peur de parler, je sais pas moi, bref, peu importe. Tu dois pas assimiler ça à une crise identitaire. C'est pas ton identité, c'est pas toi qui es nul, ok? Le résultat de l'acte n'est pas le résultat de ce que tu es. Et il faut du temps pour ça. Ça, tu dois comprendre. Ça va pas arriver du jour au lendemain, mais c'est un travail. C'est un travail qui se fait du jour au lendemain. Donc, le cerveau, il a besoin d'un délai émotionnel. C'est pour ça que je parle vraiment du temps, parce que l'amygdale, il lui faut du temps pour qu'elle se calme, et le cortex préfrontal dont on a parlé, il faut qu'il reprenne la main petit à petit. Les recherches sur la neuroplasticité montrent que le cerveau apprend par ajustement progressif. J'ai parlé tellement de fois sur mes réseaux sociaux de la neuroplasticité parce que je trouve ça oufissime. Si vous n'avez pas encore vu, mes réseaux sociaux sont en description, c'est Coucou Maë sur TikTok, Instagram, partout. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, mes go, voilà. On passe à un autre scientifique, Anders Ericsson. Vraiment, je vais caler toutes mes recherches, toutes les ressources que j'ai pu trouver. Lui, avec la notion de pratique délibérée. Lui, il explique un truc trop intéressant. J'ai mis en avant chacune de mes recherches, chacun des auteurs, chacun des scientifiques que j'ai trouvés dans un ordre chronologique. Ça veut dire que là, à chaque fois, c'est en mode problème, découverte du problème et puis résolution. Lui, il va nous apporter une solution hyper intéressante. Donc, Anders Ericsson, avec la notion de pratique délibérée. Lui, il explique que ce sont les erreurs analysées, comprises et corrigées qui créent de nouvelles connexions neuronales. Donc sur le moment, déjà, on fait un petit résumé. Tu ne vas plus jamais me dire de ta vie que c'est toi qui es nul après avoir passé un oral qui a flop. C'est ton oral qui a flop, peut-être par un manque de préparation, peut-être un manque de gestion du stress, parce que parfois on perd juste ses moyens. Bref, mais après tu vas analyser, tu vas prendre du recul sur ça. Figure-toi, comme il te le dit, que ça va créer des nouvelles connexions neuronales. Donc ce ne sont pas des erreurs subies, tu vas plus faire des erreurs ruminées où tu t'en veux, etc. Mais des erreurs travaillées. C'est déjà un changement d'optique, c'est très bien. Et c'est très intéressant de voir que cette idée traverse aussi la philosophie et la littérature. Parce que j'ai parlé du stoïcisme, mais je vous avoue que dans mes
Dans mes notes, j'ai préparé aussi d'autres auteurs, dont Nietzsche, ok. Et je trouvais ça très 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 intéressant pour Nietzsche. Pourquoi ? Parce qu'il a dit une phrase très percutante, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais sortie de son contexte, elle devient très dangereuse, ta phrase Nietzsche. Nietzsche, il ne glorifiait pas la souffrance aveugle, ok ? Il parlait de la capacité à donner du sens à ce qui nous arrive. C'est là qu'il est très important de faire la différence. Et Montaigne, que j'ai aussi étudié au premier quadrimestre, lui, voyait l'erreur comme un outil de connaissance de soi. Donc non pas pour se juger lui-même, mais pour mieux se comprendre. C'est un truc de fou, j'aime trop ça. J'aime trop la philosophie, j'aime trop la littérature, j'aime trop les sciences, j'aime trop la médecine, j'aime trop apprendre, je pense que vous l'avez compris. Je reviens à ce que je disais. Donc, pour mieux se comprendre, ça c'est Montaigne. Et enfin, je termine avec Samuel Beckett qui écrivait « Essayez encore, échouez mieux ». Est-ce que c'est pas tout simplement ce qu'on vient d'expliquer ? Genre, je sais pas, j'aime trop. C'est pas échouer encore, c'est échouer mieux. Comme Anders Ericsson l'a dit, tu analyses ton échec, tu analyses un petit peu ton erreur et tout. Et après, tu échoues mieux. Voilà, je sais pas, j'aime beaucoup cette vision-là. C'est-à-dire avec plus de conscience. Là où l'échec devient le plus délicat, c'est quand il touche à l'identité. Attention, ça je vous ai prévenu. C'est le dernier scientifique que je vais citer, Antonio Damasio. Il a montré que nos émotions participent directement à la construction du sentiment de soi. Donc quand on a un échec qu'on a vécu, avec honte surtout, il attaque le qui je suis et pas seulement ce que j'ai fait. Et c'est ça qui est trop triste. Moi, c'est ça qui me fait du mal. C'est d'ailleurs un travail que je fais sur moi-même, vraiment pour mes prochains échecs et tout, on va dire en quelque sorte. C'est plus jamais de ma vie, je me reproche à moi-même un échec. Dans le sens, c'est pas moi Esma, c'est pas moi Maë, en tant que personne qui suis un échec. Je suis pas un échec. Et c'est là où c'est hyper dangereux, c'est ce que j'essaye de faire passer comme message. Et c'est ce que vous devez pas, surtout pas, utiliser contre vous. C'est pas en fait comme ça qu'on doit se parler mentalement. Prenez du recul sur les situations, comprenez ce qui se passe et vraiment ne vous attaquez jamais à vous-même lorsque vous parlez... lorsque vous allez traverser un échec ou quelque chose de difficile dans votre vie, pas l'identité. Touchez l'essence de l'échec, pas votre identité. Jamais, s'il vous plaît. Parce que vraiment, c'est le plus dangereux. Petit résumé de la fin. Qu'est-ce que l'échec fait réellement au cerveau ? On a passé plusieurs points, on a expliqué. 1. Il active la peur. 2. Il teste l'identité. Tu ne laisses jamais activer l'identité, c'est mort. 3. Il révèle nos mécanismes de protection. Donc je vous ai dit, il perçoit ça comme une menace. Mais 4. Il offre aussi une possibilité rare, celle de réorganiser notre manière de comprendre, d'agir et de nous raconter. Vraiment que vous vous rappeliez que l'échec, c'est pas un ennemi, ok, c'est pas lui qui décide sur vous, c'est un signal. C'est très important de voir ça comme ça, c'est un signal. Et il faut que vous appreniez à écouter ce signal, sans le dramatiser, sans non plus le glorifier. Tranquille, un échec, c'est un échec, ça passe. Comme je dis à chaque fois, c'est un truc de fou, c'est parce que plus j'apprends, en fait, plus je suis impressionnée de comment fonctionne notre cerveau, de comment fonctionne la vie, bref, ça m'impressionne vraiment. C'est pour ça que j'aime beaucoup apprendre. J'ai ce sentiment d'humilité, en fait, à chaque fois qui remonte en moi. Et moi, je pense que c'est l'une des formes les plus fines d'intelligence. Peut-être que devenir meilleur, ça consiste pas à éviter l'échec, ni à le rechercher. On cherche pas après lui, on cherche pas à nanana. Mais ce qui est important, c'est de chercher à comprendre ce qu'il déclenche en nous. Parce que comprendre, c'est déjà la première étape de transition, vous êtes d'accord ? C'est déjà transformer. J'ai pas encore fini l'épisode, mais je vais déjà faire une sorte de mini-conclusion. Restez jusqu'à la fin parce que je vais parler jusqu'à la fin. Si cet épisode de podcast il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui deal with the stress, genre qui galère avec du stress dans sa vie, n'hésitez pas à lui partager cet épisode de podcast si vous pensez que ça va l'aider. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Coucou Maë sur Instagram, TikTok, YouTube aussi. Coucou Maë sur YouTube. Donc voilà, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Cerveau Collectif pour apprendre toujours plus. La série No Brain No Gain aussi sur mon TikTok, sur TikTok et Instagram. En tout cas, si vous me suivez, vous êtes sûr de jamais devenir bête parce que je vais toujours vous apprendre quelque chose en plus. Et voilà, je vous dis ciao et à bientôt. Que nous sommes des lecteurs, pas seulement des auditeurs, que nous avons le devoir de lire. Ah oui, le bonheur. Eh bien, pour le bonheur aujourd'hui, c'est comme pour le crime de droit commun. Dans une phrase pure comme l'aube, Aristote écrivait « Aimer, c'est se réjouir. Aimer, c'est se réjouir ».